parti. On a envie de se tuer. Oui. La caméra n'a pas enregistré la moitié de la vidéo. A enregistré 51 minutes. La caméra... Et en fait, le micro a enregistré 51 minutes, alors que la caméra a enregistré 20 minutes. Donc, il y a un moment dans la vidéo où ça va devenir des petits personnages. Poup, poup. Et puis, ça fera comme un podcast, hein, mais vous avez la moitié de la vidéo qui est filmée. Vous ratez pas grand-chose ensuite. Bonne vidéo. Bonne vidéo. Bonjour. Bienvenue sur la vidéo qui parle de la préquelle Hunger Games. la préquelle Hunger Games. Alors moi je l'ai lu en français. Moi j'ai lu en anglais. Toi, tu l'as lu en Ouais. Moi c'était sous le titre La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Toi c'est The Ballad of. La même chose mais en anglais. Alors ouais, il va y avoir des spoilers, mais on va commencer par une partie sans spoiler et après on vous prévient, on fait hop hop. Ah, déjà l'histoire en fait. Ouais, déjà on va vous dire de quoi ça parle. Du coup j'ai déjà fait une vidéo où je parle de la préquelle des Hunger Games. Ouais, mais c'était à peu près ça en vrai. Où je résume un peu de quoi ça parle et je parle aussi des théories en fait qui s'avéreront fausses d'ailleurs. Allez voir. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Hunger Games, c'est une... Oh oula. Bah déjà quittez la vidéo. Bah oui, mais après... Allez lire Hunger Games déjà. Exact. faut... Sinon allez voir les films si vous avez la flemme. Mais c'est une dystopie, jeune adulte, qui se passe dans Panem, donc future Amérique du Nord, où on suit Katniss Everdeen, une jeune fille du district 12, le plus pauvre, qui va aux Hunger Games, et des choses se passent. Ah bah les Hunger Games, faut expliquer un peu ce que c'est. Il y a le Capitole, et il y a tous les districts autour, et en fait le Capitole contrôle totalement les districts qui se sont rebellés dans le passé, et pour punir les districts de cette rébellion, il leur dit, bon bah tous les ans vous nous donnez un garçon, une fille, et ils vont s'entretuer dans une arène et il y aura que un gagnant ou une gagnante et c'est génial. Et voilà. Et c'est très bien parce que y a de la castagne. Du coup, nous avons lu la préquelle. C'est la préquelle, ouais. Et nous avons des choses à dire, beaucoup de choses à dire. Ouais, bah oui, beaucoup et en même temps. Est-ce qu'il y a tant de choses à dire que ça? On va poser les fondements de cette vidéo. Ouais. Quel est ton rapport aux Hunger Games? Le rapport aux Hunger Games Oui, bah en fait tu m'en avais déjà parlé. Alors ouais, moi j'ai vu les films avant de lire les livres, et je suis deg, mais deg, tellement j'aurais aimé découvrir l'histoire avec les livres, tellement le livre ça te fait ressentir des choses, c'est très très fort, et donc ouais non, moi j'ai adoré, mais à tous les niveaux, genre la tension, la révolte, comment tout est bien ficelé, tellement il n'y a pas... Enfin, je veux dire, on pourrait croire que c'est un truc pour ados et tout, mais c'est vraiment, vraiment bien foutu, et ça donne vraiment envie de tout casser, à cab. D'ailleurs, faut qu'on explique, la préquelle, on suit... En fait, dans les Hunger Games, il y a le président du Capitole qui est Coriolanus Snow, qui est un vieux, voilà, mais qui dirige Panem, et c'est un personnage qui est très charismatique dans les Hunger Games, et même très énigmatique en fait, il est très... on sent qu'il a des motivations, je trouve que dans les films d'ailleurs, ils ont un peu plus... en fait, on a des plans du point de vue de Snow, en fait, et du coup, déjà dans les films, on était un peu plus dans sa psychologie, et dans ce côté, faut maintenir le contrôle, enfin c'est vraiment un homme qui a peur du chaos, mais qui fait tout pour ne pas montrer ses faiblesses, et c'est... Contrairement au livre, on le suit pas du tout. Dans les livres, on le voit pas du tout, on le voit juste au moment où il apparaît, et en fait, on a juste un aperçu. Dans laquelle, donc, on suit Coriolanus Snow, et en fait, on le suit au moment des 10e Hunger Games, sachant que dans la trilogie originale, ça se passe au 74e, donc c'est vraiment dans les tout premiers Hunger Games. Dans ce nouvel opus, on suit le personnage de Lucy Gray, et Lucy Gray, c'est une fille du district 12 aussi. Donc déjà, on était un peu appréhensif. Ouais. On se disait peut-être que... Ça va être une sous-Katniss, exact, un truc genre... un truc répété, mais... Mais, ouais, je sais pas. Enfin, moi j'ai trouvé que ça tombait pas dans ce piège-là et que c'était vraiment, un nouveau personnage. Ouais, Lucy, elle est vraiment bien. Quelqu'un différent, tangible. Mais cela dit, on la suit pas vraiment, on la suit à travers les yeux de Snow. Ça aussi, c'est vrai. Et problème, parce que Snow, comment dire... On en reviendra dans la partie spoiler, mais finalement, on a trouvé quelqu'un de beaucoup plus avenant et romantique que Katniss déjà. Katniss est quelqu'un de très froid. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans la survie, alors que Lucy Gray est beaucoup plus du côté de non, mais il faut faire confiance aux gens. Et Katniss est beaucoup plus dupe aussi, pendant que Lucy Gray, elle a quand même, on sent qu'elle a une vue d'ensemble un peu plus grande. Elle sait manipuler les gens en fait. Ouais. Ça, c'est un point positif. Parce qu'on essaye de s'attacher aux points positifs de ce livre. Oui, parce que bon, les points négatifs, ils sont un peu... Il y en a beaucoup. Bon, il y en a beaucoup, oui. Enfin, disons que c'est... En fait, ils ternissent un peu le livre. C'est pas... Ça le rend pas mauvais,
mais je trouve ça rend le livre un peu terne, certains points négatifs, notamment certains trucs qui sont un peu tirés par les cheveux de temps en temps, mais là, bon, on développera dans les spoilers. Mais... donc, on est lors des 10e Hunger Games. Donc, on va connaître tout ce qui se passe, les coulisses des 10e Hunger Games, et on va voir comment Snow et la société de l'époque va poser les fondements des Hunger Games qu'on connaît lors de la trilogie initiale. Avec les sponsors, les trucs génétiques, les décors qui changent, les trucs et tout, alors que là... Non, mais c'est vrai que là, en fait, on assiste à des Hunger Games vraiment chaotiques où il y a limite rien qui est géré et c'est limite... en fait, on les aligne et on les abat, quoi. Donc, pour vous donner du contexte, l'arène où se passe les 10e Hunger Games, c'est un stade délabré. C'est un stade délabré et c'est d'ailleurs c'est le 10e Hunger Games, mais les 9 précédents c'était dans la même arène en fait, c'était dans le même stade. Et encore les cadavres des anciens on est à une ouais, et puis on est dans une époque où personne dans Panem n'a de télévision, donc personne ne suit les Hunger Games, donc c'est vraiment on est sur un truc, une pure punition de guerre. Et pas du tout un divertissement comme c'est dans la trilogie. Mais aussi, on va voir comment au sein des débuts de Panem, enfin là on n'est même pas au début de Panem, on est juste au début des Hunger Games, parce que les Hunger Games sont une punition contre la révolte des rebelles sur Panem, des districts. Et on va voir comment les Hunger Games sont vraiment un outil de contrôle de la population, Panem, et surtout comment ils s'insèrent dans un contexte de guerre, étant donné qu'il y a encore de l'activité rebelle et même des complots et des séquelles qui sont physiques, enfin qui sont présentes au sein du Capitole. Enfin, il y a encore une guerre un peu froide qui existe entre Panem et les districts. Du coup, c'est encore un peu chaud c'est pas encore très bien accepté d'envoyer un garçon et une fille de chaque district dans une arène pour mourir, même si c'est pas encore très médiatisé. Je trouve que l'histoire de la trilogie des Hunger Games est très immersive, elle est très fictive, pendant que la préquelle, je la trouve un peu plus brute, un peu plus tangible, un peu plus proche de notre réalité, enfin, par sa nature, hein, elle se passe avant, elle se passe 60 ans avant, donc il y a des choses qui ressemblent plus à notre monde, c'est beaucoup plus brut au sens on est dans une après-guerre, les gens ils n'ont pas forcément accès à la télévision, on sent vraiment... surtout dans l'éducation de Snow, en fait, on sent vraiment, quand on le suit pendant son éducation... patriotisme exacerbé. Moi, j'ai pas arrêté de voir l'Amérique là-dedans. Ça, c'est sûr. Beaucoup plus. Parce qu'il parle d'université, il parle de collège, il parle de... Ah oui, ouais. Académie militaire, c'est vraiment très... Et alors, un point positif, je trouve, de la préquelle, ça rejoint ce que tu disais, mais oui, en fait, ça nous donne déjà une vue du Capitole de l'intérieur. Et ça casse beaucoup d'idées qu'on s'en faisait dans la trilogie, c'est-à-dire que y a des gens qui galèrent au Capitole aussi. Il y a une vraie compétition constante entre les habitants, entre les grandes familles. Et puis, ouais, on est vraiment dans un contexte d'après-guerre, quoi. Ouais, c'est un peu un Game of Thrones. Ah, ouais. Mais pas autant, parce qu'en gros, on suit essentiellement deux familles. Ouais. Ça rejoint un peu le fait que je trouve que la trilogie initiale, elle est beaucoup plus immersive. C'est que lorsqu'on suit la trilogie principale des Hunger Games, on a vraiment l'impression que la trilogie est un peu comme un témoignage. Même s'il est fictif, c'est un peu comme un témoignage. On est dans la tête d'une adolescente qui survit aux Hunger Games, qui survit à la guerre. Et pendant que ce livre, il était beaucoup plus romantisé, il était beaucoup plus... déjà, la narration, elle est à la troisième personne. Donc oui, ça change déjà, on n'est pas la première personne. T'as une vision plus d'ensemble, quoi. Mm-hmm. Et c'était beaucoup moins... On sentait que c'était pas une histoire qui était pas forcément... qui avait pas besoin forcément d'être racontée, en fait. Contrairement aux Hunger Games, on avait vraiment l'impression que c'est un témoignage, c'est quelque chose de pur et qu'on avait besoin d'entendre. Je sais pas comment l'expliquer. C'est moins nécessaire, on va dire. Ça, c'est sûr. Cette préquelle, moi, j'ai trouvé que c'était plus un bonus, mais pas... bon, si tu le lis pas... est-ce que t'as raté grand-chose? Non, quoi, voilà. Ça n'apporte pas... J'ai pas trouvé que c'était indispensable dans l'univers des Hunger Games. On va revenir dessus. Ouais. Ce qui était dommage, c'est qu'on suivait vraiment que le personnage de Snow, on était dans sa tête. Et à aucun moment on avait d'autres points de vue. Oui, mais en même temps, c'est un peu comme ce qu'on avait dans la trilogie des Hunger Games, on était que dans la tête de Katniss aussi. Oui, mais quoi. c'était pas génial. Mais c'était pas... Oui, mais j'aimais bien. J'aimais bien. On a déjà un peu parlé des fondements des Hunger Games, mais du coup, un peu des tactiques qui sont utilisées.
Enfin, des 10e Hunger Games, parce qu'il y a toute une partie où on est dans les 10e Hunger Games, un peu comme... Bah, une grosse partie même, Oui. c'est un tiers du bouquin quasiment, hein, donc pas même... un peu comme dans... Littéralement, un peu comme, ouais. Dans Catching Fire. Moi, ça m'a un peu frustré, en fait. Mais je sais que c'était le but. Genre que le but, c'est justement, comme on est dans un endroit où, bon, bah, y a pas des caméras partout, ils ont juste des armes, il y a pas de moyens qui sont comme dans les autres Hunger Games. Du coup, t'as vraiment la sensation de regarder des gamins qui s'entretuent et qui galèrent à survivre. Et puis même, juste le fait qu'ils arrivent au Capitole, ils sont pas nourris. Et déjà, c'est une boucherie avant que... Ils sont traités comme des chiens. Ben, non mais littéralement, c'est-à-dire qu'ils ont pas de docteur, ils ont un vétérinaire qui s'occupe d'eux. C'est pas... Et ils sont dans un zoo. Et ils sont dans un zoo, et genre les gens du Capitole ils viennent les regarder en mode hey! Donc ça sentait un peu l'empire colonial, hein, mais c'était... Mais pour le coup, il y avait une critique, même dans la trilogie initiale, il y avait une critique raciale, hein, c'était sûr, avec le district 11 et tout ça. Ah bah là... Mais là, pour le coup, c'était beaucoup moins subtil. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé un peu maladroit. Ouais. Mais c'était... En fait, les gens du Capitole, ils sont racistes, mais des districts, juste des districts, il y a rien en rapport à la couleur de peau, mais c'est-à-dire que tu viens des districts, il y a même des gens qui viennent des districts qui sont venus s'installer au Capitole, et même une fois au Capitole, ils se font enchaîner, quoi, parce qu'ils viennent des districts et ils seront toujours au fond des gens des districts. Il y a certains points positifs, alors moi j'aime quand c'est trash, déjà, faut savoir, donc ne serait-ce que, en fait, il y a beaucoup de participants des Hunger Games qui vont mourir avant même que les Hunger Games commencent. Ce qui est très pratique. Ce qui est très pratique aussi. pour Lucy Gray, pour gagner. Ah oui, parce qu'elle gagne. À certains points, genre à un moment, il y en a un qui arrive à s'enfuir. Et au début des Hunger Games, on se rend compte que, bah en fait, ils l'ont juste enchaîné et ils le laissent agoniser au milieu de l'arène. Enfin, c'est méga trash. Mais j'aime bien quand c'est trash parce que du coup, tu te dis, ok, donc là, ils vont vraiment à fond dans leur délire de punition. Enfin, c'est gore, quoi, limite, c'est chaud. Et j'ai trouvé que c'était un point positif. Alors, parce que ça montre la cruauté du Capitole, quoi. Le fait que ça soit trash ou pas, mais je suis beaucoup plus tactique. Et j'ai trouvé que c'était très lent. C'était très lent. Ouais. Et puis, juste des moments, il y avait des choses qui se passaient et qui étaient très tirées par les cheveux. On va hacker un drone. On va hacker. Oui, putain, oui, à un moment, t'en as qui arrivent à hacker un drone. Sans rien. Sans rien, ils ont des bouts de bois et des haches, comment ils ont hacké un drone? C'est terrible. Voilà, et puis c'était très... Si tous les serpents m'écoutent maintenant. Ah oui, non, mais ça, pour le coup, c'était le truc le plus tiré par les cheveux, la façon dont elle a gagné les 10e Hunger Games. Je suis la reine des serpents. Il y a un moment, ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'il y a un moment où, alors pour contextualiser, il y a un moment où c'est la première fois qu'on lâche des mutations génétiques dans l'arène. Il se trouve que Snow et Lucy Gray sont tombés amoureux avant que Lucy Gray aille dans l'arène. Et... Non mais le romance, on va en parler aussi. Ah, ouais. On est très critique, mais en même temps, c'est parce que c'est plus facile de parler des choses qui ne me plaisent pas. Oui, bien sûr, non mais c'est ça, c'est que moi le point positif, j'ai bien aimé le côté trash, mais il y a donc les mutations génétiques arrivent dans l'arène, c'est des serpents qui en fait, dès qu'ils sont face à une odeur qu'ils ne connaissent pas, ils deviennent méga agressifs et ils crachent un venin qui est ultra, qui est mortel, qui est sur le coup. Qui te fait rejeter du pu coloré. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était super tiré par les cheveux, hollywoodien. Happy Pride Month. Gay. Wow. Gay blood. She said gay rights. Et donc oui, donc il lâche les serpents, sauf que Snow avait un mouchoir avec l'odeur de Lucy Gray dessus, il le lâche dans les serpents, du coup les serpents sont pas agressifs envers Lucy Gray, ça d'accord. Mais Lucy Gray qui se met à chanter, et les serpents qui font... Ah mais justement, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que c'est à cause de son chant, enfin, pense. Snow pense qu'elle pense que c'est à cause de son chant, pendant que lui, il sait très bien que c'est à cause de son père. Parce qu'il a triché. Et du coup, enfin, toutes les personnes qui regardent ça, je connais pas beaucoup, mais tous ceux qui regardent, ils se disent « Oh, c'est à cause de son chant envoûtant. » C'est dommage que ça finisse comme ça, parce qu'on était avec, par exemple, t'en as un qui chope la rage, grave crédible en fait, on est dans un contexte d'après-guerre, on les nourrit pas, ils sont dans un zoo, donc ouais, logique, il y en a un qui crève de la rage, t'en as qui meurt de faim, t'en as qui s'étripent pour de vrai, mais cette fin, en mode je dompte des serpents, ouais, non, bof, ça aurait pu être mieux fait. Je trouvais qu'il y avait déjà un peu cette critique-là dans les premiers Hunger Games, c'est-à-dire que dès que dans les Hunger Games, il se passe rien, et bah toi, en tant que lecteur, tu t'ennuies, t'as envie qu'il y ait du meurtre. Et comme les gens du Capitole qui regardent, tu vois, comme les gens du Capitole qui regardent, et les juges qui vont tout faire pour que les gens ne s'ennuient pas, quoi. On va parler du rythme de ce livre, qui était très lent. Toi, tu l'as trouvé lent? Ouais, très lent. Alors pourquoi?
Moi, on a des gros passages de Snow qui fait des disserts. C'est comme ça qu'on apprend. En fait, lorsque le bouquin a été annoncé, Suzanne elle disait je vais explorer l'humanité humaine. Et elle le fait très bien dans la trilogie initiale. Et puis là, on a juste des longs passages de Snow qui fait des disserts sur la mort, sur le contrôle, sur le chaos. Mais même pas. C'était super. Déjà, c'était très superficiel. Ouais, mais après, on suit quelqu'un qui a 18 ans, donc c'est compréhensible. Mais c'était dans le format, en fait. Pourquoi ça passe par juste Snow qui fait tes disserts? Bah moi j'ai trop... Alors moi ce qui m'a gêné c'est plus la Dr Gaulle qui est la... En français c'est drôle du coup. Mais la Dr Gaulle qui est en fait la professeure de Snow qui lui fait faire des disserts sur... à ton avis, pourquoi on doit contrôler les gens? C'est intéressant comme question. Je veux dire, t'as Michel Foucault qui a répondu là-dessus, qui a plaint à des philosophes. Et elle, sa réponse c'est... Enfin la réponse de la professeure, qui selon elle est la réponse universelle, c'est... en fait, les humains sont fondamentalement mauvais. C'est pas non, mais c'est pas une réponse universelle, mais c'est non, mais c'est comme ça qu'elle totale parce que c'est comme ça qu'elle le présente. Et t'es en mode ouais, d'accord. Bah, y a aucune réflexion en fait dans ce que tu racontes là. Il y a des longs passages de Snow qui boit du lait. On s'en fout. On s'en fout. Déjà, on compatit pas avec Snow, donc en plus, si tu nous fais lire des longs passages comme ça... On parlera de Snow aussi. Mais... Et aussi, maintenant j'y pense, ce qui était très dommage, c'est qu'au début, on nous présente Tigris, donc on est tout content en mode... Tigris, ah oui, Tigris, qui est la cousine de Snow. Cousine de Snow. On va découvrir pourquoi elle le déteste, pourquoi au moment des Hunger Games, elle est alliée avec les rebelles. Et pour le coup, aucune évolution. Elle l'aime au début, elle l'aime à la fin. On sait pas. Je sais pas. Mais c'est pour ça, j'aimerais bien que ça donne lieu à une trilogie. J'espère. Bon, on en parlera à la conclusion. Moi, j'aurais préféré lire un livre d'histoire sur Panem, en fait. Ah oui. Un livre d'histoire sur Panem. Ah oui, avec une carte. Juste avoir des petites novellas de différents personnages au cours d'histoire de Panem, genre de rebelles et de tout ça. Ça aurait été parfait. En fait, je pense qu'on va revenir sur 2 points importants. Il y a Snow, le personnage de Snow. Où, on en parlait, il a aucune évolution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un fuckboy raciste au début, et à la fin, c'est un fuckboy raciste qui empoisonne des gens, et qui en plus est désormais privilégié, puisqu'il a rejoint une famille riche. Ah oui, ça aussi. Enfin, juste claqué au sol, quoi. Il n'évolue pas. Moi, je m'attendais à un Snow qui était vraiment quelqu'un de bien à la base, et qui va tellement souffrir qu'il va être contrôlé par sa peur, et il va développer... En fait, ça va être un mécanisme de défense, sa façon de manipuler les gens. Rien du tout. Il est déjà comme ça au début, donc il est né horrible. C'est quelqu'un de mauvais, voilà, c'est tout. Il aime faire le mal. Après, il y a quelques passages qui nous montrent qu'il a souffert. Oui, enfin, il a souffert. Oh, mon bébou, il a manqué de pain pendant la guerre. Il a perdu ses parents. Oui, bon, quand tu vois Katniss, comparé à genre ce que vivent d'autres personnages dans les Hunger Games, il a rien vécu, quoi. C'est terrible. Bon, ce livre, il était un peu forcé. Il était un peu fait trop vite. D'ailleurs, lorsque le bouquin a été annoncé, il n'y avait pas de titre encore, l'adaptation avait été annoncée. Donc je me demande s'il n'y avait pas un peu d'influence de Lionsgate sur Suzanne en mode... ouais, t'as pas une histoire que t'as écrite, peut-être une ébauche, et que t'as jamais développée sur Panem. On aimerait bien faire du gros milking des Hunger Games. Et peut-être qu'elle s'est dit, ah oui, j'ai une histoire et tout, peut-être que je devrais réécrire. Et puis en un an, elle a fait ça. Et puis... alors je pense qu'on peut revenir sur un point important, c'est la géographie. Welcome back to le district 12. Pourquoi, Suzanne, tu ne peux pas sortir du district 12? J'avais envie de voir le district 11, moi. Entre autres, mais pourquoi déjà tu peux pas sortir du district 12? Là, on est dans du Tu peux pas sortir de Panem. Tu peux pas sortir de personnages qui sont connectés à la trilogie initiale. Et pourquoi tu lis tout le folklore tout le folklore au Cové, à Lucy Gray, et surtout à la romance qu'il y a entre Lucy Gray et Snow. Tu vas me dire que toutes les chansons sont liées à l'histoire d'amour entre Snow et Lucy Gray. J'ai été dégoûté. Lucy Gray est la seule chanteuse de Panem entier, d'accord, et ça dure 75 ans. Encore, donc, Encore ça va. Tu vois, parce que je peux comprendre qu'à la base, il y avait... une famille de spectacle exactement, qui était dans le district 12 et qui faisait toutes ces chansons et qui, comme les gens du district 12, du coup les ancêtres de Katniss allaient à toutes ces fêtes, qui écoutaient ces chansons et après les chantaient, tu vois, je peux comprendre, mais le fait que ça soit tout le temps lié à Snow, surtout que pour le coup dans les films, et après c'est normal,
Snow, il est pas spécialement réceptif, genre lorsque Katniss chante The Hanging Tree dans le spot commercial, là. Enfin, c'est... Enfin, oui, c'est-à-dire qu'en mode, en gros, Lucy Gray a écrit Hanging Tree, elle a écrit Deep in the Meadow. Deep in the Meadow, et environ 18 autres chansons. Moi, à un moment, j'avais l'impression d'être dans une comédie musicale. C'était toutes les chapitres, il y avait chansons, tous les chapitres, il y avait 2 chansons. J'ai fait, oui, alors d'accord, mais donne-moi la mélodie aussi, tu me donnes la partition, parce que là, vraiment, j'ai écouté l'audiobook, et ils ont pas fait d'effort. C'est... Are you coming to the tree? They strung up a man. Mais c'est vraiment lu comme ça, quoi. Ouais, ils auraient dû faire un petit cast avec une chanteuse. Et donc oui, on sort pas du District 12, on sort pas du Capitole, on sort pas de Panem. Moi j'avais envie qu'on voit les gens à l'extérieur de Panem. Moi pas spécialement, mais on va revenir dessus. Mais t'avais envie de voir l'extérieur des autres districts, en fait. Le prochain point du coup c'est le fait qu'il n'y a pas de world building, folklore, quoi, de construction du monde. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là où... Tu n'apprends pas grand-chose par rapport à la trilogie initiale. Si tu le compares à genre Game of Thrones, à Seigneur des Anneaux, et selon moi, Hunger Games est au même niveau, au niveau univers qui pourrait être aussi complexe, c'est dommage qu'elle le développe pas, parce que t'as envie de voir les autres districts, t'as envie de voir le reste du monde aussi, mais déjà, on va commencer par les autres districts, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a tellement de matière à créer un univers par district, je veux dire 12 districts. Pour le coup, je trouve que c'était un peu flemmard. Ça c'est un peu un peu flemmard. Pourquoi retourner dans le C'était trop facile. Et je pense que c'est lié au fanservice. C'est-à-dire que j'ai envie de revoir ce que j'ai déjà vu dans les Hunger Games, toutes les chansons que je connais déjà. Mais il y a certains. Alors au niveau de alors attends, parce que je vais revenir sur certains trucs, au niveau de l'écriture, il y a des points positifs quand même. Notamment des petits gimmicks qui reviennent, genre la neige se pose toujours au sommet, alors ça marche mieux en anglais, mais genre Snow lands on top. Ouais, voilà. Donc c'est un petit gimmick assez stylé, genre la devise de la famille Snow, donc j'ai fait ok, cool. Il y a le personnage de Sejanus aussi que j'ai trouvé qui était... Il y a du dialogue qui est sympa. Qui était pas mal, il y a du... Ouais, c'est ça, il y a du... Ouais. Mais toujours un peu sali par le côté détestable de Snow, quoi, qui en fait, peu importe ce que tu lui dis, reste un connard manipulateur, donc c'est bon. Et pour le coup, moi je trouve... De base on parlait de la construction du monde déjà, et du coup je disais que ça manque en fait. Il y a juste un moment où Suzanne elle parle un peu, parle au personnage de Snow, où elle reconnaît, Snow reconnaît qu'il y a un monde en dehors de Panem, mais il ne sait pas. Et il parle du fait qu'il y a des rumeurs comme quoi il y a des gens au nord et libres. Et du coup, parce qu'on a des personnages qui veulent s'échapper, le personnage c'est Janus qui veut s'échapper, mais c'est jamais très exploré. Ce que j'ai pas trouvé gênant en soi, ça me va, mais le problème c'est vraiment le fait de ne pas développer Panem. C'est juste quelques trucs qu'on apprend sur District 12 en soi, mais moi en fait ce que je voulais c'était un autre setting. Je crois qu'à un moment il parle du District 4 et parce que Snow il passe. Et il dit que c'est moche, que c'est très urbain. Du coup, moi, je veux voir ça. Donnez-moi des HLM. Donnez-moi des HLM de Panem. Donnez-moi des hackers dans des HLM de Panem qui font la rébellion. Même des champs de Panem. Donnez-moi des trucs. Dans le district 11, c'est... par exemple, le district 11, c'est de là que vient la mélodie de Mockingjay, de Rue. Donc, donnez-moi l'histoire de ça, parce que... On sait que le district 11 c'est le plus maltraité, que la majorité est noire, que genre c'est le bois, c'est les champs. Donnez-moi du folklore, sans aller aussi loin, ne serait-ce que le district 1 et 2 qui sont toujours dans les Hunger Games originaux décrits comme les districts les plus proches du Capitole, on a quand même envie de voir qu'est-ce qui se passe dedans. Donnez-nous de l'intrigue. Comment est-ce que les enfants sont endoctrinés comme étant dans un district mais dans une adoration du Capitole, contrairement à tous les autres districts, tu vois, en fait, dans chaque district, je suis sûr, il y a moyen d'écrire un livre par district, genre, oui, le district 4, où c'est immeuble, t'as envie d'avoir un Mr. Robot de Panem, quoi. Un Mr. Robot de Panem, donnez-moi un Mr. Robot de Panem. Donnez-moi Mr. Robot, merde. Enfin, voilà. La romance, alors, moi je trouve que c'est comme dans les Hunger Games, déjà, elle est un peu forcée dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est pour attirer un peu de jeunes, je peux comprendre, mais du coup, je pense qu'elle aurait dû vieillir l'histoire avec le public. Parce que il y a déjà les gens qui vont lire ce livre, c'est essentiellement des gens qui ont la trilogie initiale, donc on vit avec, qui ont grandi avec. C'est vrai. Donc fallait nous donner du contenu un peu plus mature, je pense. Mais du coup ils ont fait ça, non pas forcément ça, mais du coup ils ont fait ça pour attirer un nouveau public en fait. Mais je trouve pas que ça soit une bonne introduction ce livre.
pas une bonne introduction au monde, donc les Hunger Pas Games du tout. resteront l'introduction en fait. Bah Donc, oui. je pense que c'est pas Alors très ouais, utile. ah oui, mais alors, il y a des passages où je me dis, mais si quelqu'un se dit, tiens, comme les Star Wars, je vais regarder les 1, 2, 3, je vais les regarder dans l'ordre chronologique du monde, si tu lis les Hunger Games dans cette logique-là... Tu vas t'ennuyer, tu vas pas réussir. Enfin, le premier, tu vas te faire chier, tu vas être en mode, oui, pourquoi vous parlez d'une plante qui s'appelle Katniss 2 pages? Parce que clairement, c'est pas nécessaire, quoi. Enfin, c'est juste un wink-wink à l'histoire originale, enfin bon, voilà. Donc c'est un DLC pas ouf, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est mignon au début, mais après, le petit couple qui va dans les prés, bon bah merci, quoi. Et Non, aussi, déjà, je trouvais qu'ils avaient aucune chimie entre eux, déjà. Je trouve pas qu'ils... Bah, dès le début, Snow, il est en Surtout mode, que Snow est en mode, ouais, District 12, c'est de la... Enfin, les districts, bah, ils sont tous de la merde. Tout d'un coup, il tombe amoureux et du coup, c'est un prétexte pour gagner les Hunger Games. Bah quoi. ouais, mais le seul moyen, en fait... Je vais gagner les Hunger Games pour accéder au pouvoir et parce qu'il y a ma meuf dedans et que je l'aime. Et encore même, que je tous crois les que- districts c'est de la merde. Mais en même temps, c'est pas très district parce qu'elle est nomade de base, donc ça passe. Oui, tu c'est vois. ça qui se dit, c'est que lui, le prétexte, c'est que je me dis, je peux tomber amoureux d'elle parce qu'elle est pas Et vraiment puis elle se des comporte, elle se districts. comporte comme quelqu'un du Capitole. Ouais, donc elle doit valoir... Il est tellement raciste. Et aussi le pseudo triangle amoureux, là, Saw 2008, Quel Twilight. triangle Avec Billy Tape, non mais lui, il est out direct en fait. Non, mais y c'est a rien. pourquoi en fait il était où le besoin de faire un truc Y a pas comme ça besoin, je crois que c'est ça, on devient vieux. Ça nous intéresse plus les trucs comme ça. Non mais c'est sûr, mais par exemple lors d'un Hunger Games c'était quelque chose, la romance c'était déjà quelque chose qui me gênait, mais je passais au-dessus complètement. Oui, mais même j'ai trouvé que dans les Hunger Games, à la limite, elle était Et plus, elle était mieux faite quoi. Oui, c'était mieux fait par rapport à... Parce que elle est tout le délire qui temps, se passe dans parce Hunger que Games. Katniss est tout le temps en train de questionner ses sentiments, alors que là, Snow il est en mode, ah je l'aime bien, mais j'aime encore, mais vous savez ce que j'aime encore plus que ma copine, le pouvoir. Ce qui nous amène un peu à la fin. Hein. Ouais, la conclusion, Cette fin qui était chaotique. la fin. Ah oui, la fin c'est en En mode fait, ça sentait vraiment que Suzanne ne savait pas où aller et partie un peu. Deus Ex Machina, en fait on... Mais non, t'es pas pacificateur, t'inquiète, t'as une place à l'université. Allons tuer des gens ensemble. Ça finit vraiment comme ça, en mode... ouais, il revient au Capitole, il va faire ses études, et devenir le Snow qu'on connaît. Donc en fait, à aucun moment il galère pour aller où il veut. C'est-à-dire que depuis le début... Oui, on pose des obstacles et puis... On pose, c'est ça, il y a des obstacles, c'est très et à la facile fin, de passer. et à la fin Pour c'est en Snow. mode... hop là, bien joué, t'as tué ton meilleur ami. T'as Du souffert coup, une humiliation. Eh ben c'est pas grave en c'est fait. pas grave. Empoisonne ce vieux, c'est pas bien grave. Vas-y. Non, oui, pour le coup C'est un ça... peu Ça pour le coup j'ai trouvé... Ça c'était Mais ouais. une touche bien en fait. C'est le Snow. Disons C'est que le la début fin, des empoisonnements. oui, c'est le début des empoisonnements, mais bon, on aurait aimé. C'est ça, c'est qu'en fait, alors c'est pour ça que à ce niveau-là, je pense qu'on va pas être d'accord, mais c'est que moi je pense que j'espère que on va avoir une trilogie sur Snow et que ça c'est le premier tome qui est censé être raccroché à l'univers, mais qui est pas ouf. Et que, en fait, les 2 prochains vont être beaucoup plus recherchés dans son ascension au pouvoir. Mais en même temps, bon, s'ils n'existent pas, est-ce que c'est pas bien grave quoi. Ça apporte pas grand-chose à Je l'univers. sais pas c'est qui édite. C'est PKJ. C'est PKG, ouais, je crois. Oui, c'est PKG, ouais. Il y a quelqu'un de cette maison qui nous écoute. S'il vous plaît, dites à Suzanne de ne pas faire une trilogie sur Snow. Dites à Suzanne d'écrire d'autres choses. Des nouvelles, une nouvelle par district. Non mais pas Juste forcément ça. sur les Hunger Games, je veux juste qu'elle écrive sur d'autres trucs. Même d'autres univers. Un Oui, nouvel exact, univers. un nouvel nouveau truc. univers. Grave. En fait, j'adore l'écriture de Suzanne dans les Hunger Games. J'ai trouvé que l'écriture dans cette préquelle, ça manquait de muscles, quoi. Ça manquait de pratique. Ça se sentait, en fait, que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas écrit. Et du coup, je veux soit elle écrit d'autres choses Alors, sur Panem, mais des nouvelles, ou juste... ça peut être un autre livre, mais... non, oui, mais un nouveau. pas sur Snow. Mais en tout cas. Mais sinon, écris autre chose, genre écris de la fantasy, ce que tu veux, je lis, je l'achète. Mais pas ça, pas une trilogie sur Snow. C'est ça, ouais, faut sortir un peu de Panem, mais surtout que. Et si tu restes dans Panem, écris sur Panem, écris, je veux du nouveau moi. Mais surtout, même juste, comment dire. Elle a prouvé avec les Hunger Games qu'elle était capable de construire une histoire avec beaucoup de fils qui vont loin et qui se... Enfin, je veux dire, une histoire complexe, Et aussi, avec beaucoup d'engrenages, avec beaucoup de choses. Elle est capable d'imaginer ça. Donc c'est vrai que
je me dis, bah ouais, j'ai envie de voir cette mécanique dans une autre histoire, peut-être. Et surtout, ça sent que dans la trilogie initiale, tout ce qu'elle construisait, que ce soit au niveau des personnages, au niveau du monde, était complexe. Pas forcément les trucs les plus complexes du monde, mais qui étaient très originaux et très complexes. Et pour le coup, là, c'était vraiment du recyclage de ce qu'on avait déjà vu. Et à aucun moment, il y avait beaucoup d'originalité, quoi. À part peut-être dans les Hunger Games, quand on était dans l'arène, j'ai trouvé très bien tout ce qu'elle a développé, même s'il y avait des choses tirées par les cheveux. Mais c'est pas aussi... comment dire, complexe que la trilogie initiale. Ouais. Tout était... on va expliquer vite fait les choses. Ouais, oui, en gros, c'est ça. La cassette. De quoi? En fait, il y a un truc qui m'a gêné énormément dans le bouquin. Ah oui. C'est que... moi, ça m'a surpris et j'étais en mode oh wow. Mais lui, il a pas aimé du tout. Non, parce qu'elle nous explique un peu l'origine des... En fait, ce qui était déjà dans la trilogie initiale. Les jets bavards. Des jets bavards et des jets moqueurs. En gros, les jets moqueurs, c'est un mélange des jets bavards et des... Et d'autres... et d'oiseaux moqueurs. Et de Mockingbirds. En fait, c'est une mutation qui n'aurait pas dû exister, c'est naturel. Et en fait, le mécanisme, la façon dont elle explique, c'est un peu un hybride robotique et organique, en fait. Ouais. Et du coup, c'est un mode t'appuies sur un bouton et il enregistre la conversation comme une putain de cassette. Et moi, ça me gênait énormément parce que j'étais en mode... Attends, ça veut dire que les G-Mockers, ils héritent les... En gros, c'est ça. Ils héritent les prédispositions génétiques, mais ils n'ont pas les parties mécaniques, en fait. Et du coup, c'était bizarre de l'expliquer comme ça, en fait. C'est vrai que les jeux bavards, t'as vraiment la sensation que c'est des robots, quoi. C'est genre... Bip. Enregistre. C'était très maladroit, je trouve. Mode neutre. Mode enregistrement. Pour moi, il fallait plus de science derrière, en fait. Ouais. Ou alors à la limite, ouais, c'est genre ils réagissent à une mélodie, mais c'est en quelque sorte ça, mais je sais pas. Ouais. C'est pareil pour toutes les inventions génétiques qu'il décrit dans le laboratoire. C'est très fantastique. Ah, et moi j'aurais bien aimé C'était beaucoup trop fantastique, c'était pas assez scientifique. Et encore une fois, Mathias aime le trash, il y a Clémentia, moi j'aurais aimé voir Clémentia se transformer en reptilien, tu vois, et pas guérir. Moi, ça m'aurait gêné, du coup. Ah, j'aurais kiffé. C'est beaucoup trop fantastique pour moi, ça. Mais... Ah, j'aurais trop kiffé que genre vraiment ça parte en couille et que ça devienne un vrai monstre du Capitole, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est quelque chose qui arrive après, genre... T'imagines, à la limite, ils auraient lâché Clémentia dans la... Dans les Hunger Games, on a les chiens avec les yeux des... Oui, mais je veux dire, t'imagines... Là, ils ont peut-être pas encore la technologie. Non, mais t'imagines si ils se rendent compte... C'était peut-être un wink, en fait. Oui, peut-être, mais je veux dire, t'imagines si Clémentia, il se trouve que ça tourne vraiment mal, et ils se disent, plutôt que de la tuer, venez, on la jette dans l'arène, et ça aurait été encore plus bah non, parce violent, que c'est Capitole. C'est vrai. Mais bon, ouais, on aurait aimé un peu plus d'audace. Du coup, j'ai bien aimé. Et un truc que j'ai bien aimé, c'est la façon dont ils ont caché, par exemple, l'intrusion de Snow dans l'arène, et la façon dont ils ont aussi nettoyé toute trace des Hunger Games. Parce que c'est quelque chose dont on parle dans la trilogie initiale en mode le Capitole a plein de secrets, on cache tout, et pour le coup, c'était sympa de voir un peu la cohérence du truc. En gros, on peut conclure que ce bouquin est beaucoup trop hollywoodien pour le reste de la trilogie. Moi, justement, ça me donne de l'espoir pour l'adaptation. S'ils sont toujours chauds pour en faire une, parce que vu les reviews qui sortent, c'est très polarisé en fait. Si pour l'adaptation, ils gardent les choses, ils essayent d'être un peu plus intelligents et ils essayent d'avoir une ambiance dark, comme les Hunger Games, je pense que ça peut bien marcher. Mais après, vu l'équipe qui retourne, il y aura une cohérence cinématographique avec le même directeur que les 3 derniers films, enfin tout sauf le premier, quoi. Et la musique et tout, donc je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent un truc bien. C'est ce que je disais, c'est que ouais, je trouve que c'est un DLC pas nécessaire, il est pas mauvais, mais bon. C'est pour ça que moi j'ai mis 3 étoiles sur 5, parce que je me dis oui, bah c'est middle, quoi, c'est vraiment... ça se lit. Il y a du bon, il y a du mauvais, et il y a beaucoup de mais. Beaucoup de mais, il y a certains moments où tu fais ah, et après tu fais mais bon, donc c'est... Voilà, globalement, on est assez plat et tiède vis-à-vis de ce livre. En fait, on peut donner l'impression qu'on est déçu, mais on est juste... mais. On a beaucoup développé les points négatifs, mais voilà, disons que, bon, si vous le lisez pas... C'est pas grave. Pas grave. Vraiment, Par contre, si vous lisez pas les Hunger Games, je vais vous taper avec le poing. Il faut lire les Hunger Games, parce que ça, c'est bien.
Ouais, en vrai, si vous êtes un gros fan de la trilogie, oui, lisez-le. Parce que. Bah, ce serait louper, l'histoire de la trilogie, du coup, tu vois. Disons que ça fait partie, enfin, comment dire, ça fait partie de, si t'as vraiment adoré les Hunger Games, au moins par curiosité, juste voir ce qui a été fait autour, même si c'est pas ouf, tu te dis, bon, regardez ce qu'ils en ont fait, quoi. Par contre, si vous êtes juste quelqu'un qui a lu ça, qui a apprécié, qui est pas forcément attaché, Qui est pas donf dans l'univers. vu la longueur du livre, vous allez vous ennuyer. Ouais, C'est pas pour clairement, ouais. Bah voilà. Première vidéo ensemble, très chaotique. Ouais, très très le montage, oh je vais adorer, Oui. je vais adorer. Moi je vais souffrir. Moi je fais la musique donc ça va. Ouais. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce que ça nous aide. Suivez-nous sur Glyph et sur Goodreads. Et sur Goodreads surtout parce qu'on y est tous les deux pour le coup. Et puis voilà, Instagram. Bah c'est tout, hein, je vais pas dire Facebook, j'allais dire Facebook mais non pas Facebook. Bah si, on a une page. Ah si, on a une page Facebook BRLM, donc Qui est suivez-nous très sur bien faite, Facebook, qui est très bien, qui est très jolie, voilà. Donc ouais, à la prochaine. Et du coup, oui, vous pouvez aller voir d'autres reviews qui parlent du même livre, d'autres reviews qui parlent de Hunger Games. Et surtout, bah, nous dire ce que vous avez, et vous avez pensé. dire ce que... Si vous avez lu le livre, vraiment, venez nous parler, on en parle, et voilà. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pas développées, donc peut-être... Ouais, voilà. Si vous le commentez, on va vous répondre. Hein, donc, ouais, oui, vu le nombre de commentaires, on peut se permettre de répondre, là, ça va. Donc c'est bon. Allez, au revoir. Ciao. À bientôt. Et bon mois des fiertés. D'ailleurs, il n'y avait pas de personnage queer. Ça m'a un peu déçu. Il y avait, on pouvait prendre Snow gay ou bi, ouais. hippie. Ou juste Lucy Gray peut-être. Rien qu'un personnage. C'est Janus. Tigris. Ouais. Ah, ou c'est Janus gay. Janus, il y a une vibe aussi de fou avec. Ouais. Avec je pense qu'il a un petit crush sur c'est Janus. Hein. Tu vois, il y aurait grave moyen. T'es comme mon frère. Ouais. Mais tu vois, il a des vibes comme ça. Et Tigris aussi, ouais. Puis Tigris queer. Bah du coup, ça c'est dans notre tête en fait. Dr. Gaulle, Dr. Gaulle queer de ouf. High Bottom. High Bottom, c'est dans le nom, hein. C'est dans le nom, donc lui direct. Avec Crassus. Du coup, je vais laisser ça, genre en outro. En outro. Qui est queer dans le Hunger Games? Personne. Oh.